voyons maintenant la continuité des fonctions monotones. Un rappel, si f est une fonction d'un intervalle i de r vers r strictement monotone, alors elle est injective et donc réalise une bijection de i vers f de i. Bon, en effet, si a est différent de b, supposons par exemple a inférieur à b, eh bien si f est strictement croissante, on aura f de a inférieur à f de b, et si f est strictement décroissante, on aura f de a supérieur à f de b. Donc on aura f de a différent de f de b, d'où l'injection de ça. Si f est une fonction croissante de i vers r, alors f admet une limite à gauche réelle en tout point a de l'intervalle où on peut étudier la limite à gauche de a, c'est-à-dire il y a un intervalle comme ça dans i. Et à ce moment-là, la limite à gauche est inférieure ou égale à f de a, et f admet une limite à droite réelle en tout point a de i où on peut étudier la limite à droite, et à ce moment-là on a f de a inférieur ou égal à f de a plus. Ça c'est quand la fonction est croissante. Donc supposons f croissante, un intervalle comme ça, on considère cet ensemble E des f de x supérieur à a, il est non vide parce que si on prend x entre supérieur strictement à a et inférieur à a plus h, il y a une infinité de x possible, et donc on peut considérer une infinité de f de x. Donc il est non vide. Il est minoré par f de a parce que x supérieur à a implique que f de x est supérieur ou égal à f de a parce que f est croissante. Et donc E admet une borne inférieure qu'on va appeler grand M, qui est supérieure ou égal à f de a parce que grand M c'est le plus grand des minorants et que f de a est un minorant. De plus, si x est supérieur à a, alors f de x est supérieur ou égal à m, donc par définition tout simplement de grand M. Alors, des propriétés de m, c'est que si on prend epsilon positif, il existe x0 supérieur à a, tel que, donc il existe un f de x0 dans E, qui soit supérieur ou égal à m et inférieur à m plus epsilon. Et donc, si on prend x entre a et x0, eh bien, on va avoir m inférieur ou égal à f de x, puisque ça, c'est toujours vrai. F de x inférieur ou égal à f de x0, parce que f est croissante, et f de x0 inférieur à m plus epsilon. Donc, en fait, quel que soit epsilon positif, il existe x0 supérieur à a, tel que si x est entre a et x0, f de x est entre m et m plus epsilon, d'où on déduit que la limite de f de x quand x tend vers a+, existe, qu'elle est réelle, et que c'est grand M. Et comme, donc grand M c'est f de a+, et comme on a vu que m était supérieur ou égal à f de a, on a f de a inférieur ou égal à f de a+. Alors de la même façon, à gauche de a, il existe un intervalle comme ça, on considère cet ensemble, on dit qu'il est majoré, c'est exactement la même argumentation, par f de a. Donc on a une borne sub petit m qui est inférieure ou égale à f de a, car m est cette fois-ci le plus petit des majorants. De plus, si x est inférieur à a, le f de x il appartient à E, et donc inférieur ou égal à m. Et pour epsilon positif, propriété donc de la borne sup, il existe x0 inférieur à a, tel que on est ça. Voilà. C'est-à-dire qu'on trouve un f de x0 dans E qui est entre ça et ça. Alors pour x compris entre x0 et a, bon, je ne reviens pas, c'est la même chose qu'avant, on a ça, et donc on a cette relation là, qui fait que la limite de f de x en a moins est égale à m, et qu'elle appartient à r, et que f de a moins, parce que le petit m, il est inférieur ou égal à f de a, et donc on a bien ça. Et puis si f est croissante et qu'on peut entourer a des deux côtés, ben, on va avoir ça et puis ça, d'où cet encadrement. Alors maintenant, si f est décroissante, bien, elle aura une limite à gauche à chaque fois qu'on peut étudier la limite à gauche, et d'accord, et une limite à droite à chaque fois qu'on pourra étudier la limite à droite. La limite à gauche, ben, cette fois-ci, sera supérieure ou égale à f de a. La limite à droite sera inférieure ou égale à f de a. D'accord ? Voilà. Et si on peut entourer a des deux côtés, ben, on aura comme tout à l'heure, sauf que c'est inversé, f de a plus inférieur ou égal à f de a, inférieur ou égal à f de a moins. La démonstration
puisque f est décroissante, moins f est croissante, donc on applique le résultat. Si on peut étudier la limite à gauche, on sait que la limite de moins f à gauche existe et qu'elle est inférieure ou égale à moins f de a. Et donc en prenant l'opposé, la limite à gauche de f existe, elle va être égale à moins L et elle sera supérieure ou égale à f de a. Donc f de a moins sera supérieur ou égal à f de a. Et de la même façon, f de a plus sera inférieur ou égal à f de a. Et on a tout démontré. Soit f une application monotone de l'intervalle i de r vers r et a appartenant à i. Alors s'il existe un intervalle qui entoure a, donc de ce type, alors f est continu en a si et seulement si la limite à gauche en a est égale à la limite à droite. Démonstration, dans ce sens-là c'est évident, parce que si elle est continue, eh bien la limite à gauche est égale à f de a, la limite à droite est égale à f de a, donc elles sont égales. Réciproquement, supposons que f de a moins et f de a plus existent et qu'elles soient égales. Alors si f est croissante, alors f de a moins est inférieur ou égal à f de a, et f de a est inférieur ou égal à f de a plus. Si f est décroissante, c'est l'inverse. D'accord ? Mais dans les deux cas, le plus petit et le plus grand sont égaux, donc celui du milieu est égal aux deux. Donc dans les deux cas, on a f de a moins égale f de a, et f de a est égal à f de a plus, ce qui veut dire que la fonction est continue à gauche, continue à droite, donc continue en a. Propriété suivante, f d'un intervalle i de r vers r monotone. Alors l'ensemble d de ces points de discontinuité est vide fini ou infini dénombrable. Donc on va supposer pour la démonstration, quitte à changer f en moins f, que f est croissante. Et supposons que d soit non vide. Alors, si a appartient à d, donc il y a discontinuité en d, on va définir un ensemble dA de la façon suivante. Si la limite à gauche existe en a, on sait qu'elle est inférieure. Alors, a, il y a discontinuité en a. D'accord ? Donc soit la limite à gauche existe et à ce moment-là, soit il y a discontinuité à gauche. Voilà. Donc, si f de a moins existe et qu'il y a discontinuité, c'est-à-dire si on est dans ce cas-là, alors on pose dA égale l'intervalle f de a moins f de a inter q. Sinon, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il est possible que f de a moins n'existe pas, d'accord? Et dans ce cas-là, c'est f de a plus qui existe et qui est différent de f de a. Voilà. Ou si f de a moins existe et qu'elle est égale à f de a. Mais là aussi, ça va être f de a plus qui sera différent de f de a. Donc f de a plus existe et est supérieur à f de a dans ce cas-là. Mais dans ce cas-là, on prend dA égale l'intervalle f de a plus inter q. Et donc on a une fonction h de l'ensemble des points de discontinuité d vers l'ensemble des parties de R qui à petit a associe une partie d que j'ai appelée donc dA. Et on considère x l'ensemble de tous ces ensembles. Donc c'est inclus dans P de R. P de R qui est l'ensemble de toutes les parties de R, ça c'est des parties de R. Alors d'après l'axiome du choix, il existe une fonction u de x vers R qui a dA associe, je choisis un élément dans dA, donc QA, que je vais appeler appartenant à dA. Donc QA va appartenir à Q. Et donc par composition, phi égale u rond h va être une application de D vers Q qui a associe QA. Bon, en fait, si la plupart du temps, on ne raconte pas toutes ces histoires-là, hein. On dit, à partir de là, une fois qu'on a construit des A, on dit, ben voilà, à chaque A appartenant à D, je choisis QA appartenant à DA. Bon. Mais en fait, derrière, sous-jacent, il y a quand même l'axiome du choix, c'est pour ça que je le dis. Maintenant, soit A et B, alors si D n'a qu'un point
discontinuité, bah, c'est terminé. Hein. De toute façon, D est fini, on n'en parle plus. S'il en a au moins 2, qu'est-ce qui va se passer? Supposons par exemple A inférieur à B. Eh bien, l'intervalle AB, forcément, va être inclus dans l'I. Donc, A aura une limite à droite et B aura une limite à gauche. Prenons A plus B sur 2 qui est entre A et B et X entre... Voilà, de cette façon. F de A est donc inférieur ou égal à F de X, inférieur ou égal à F de A plus B sur 2, inférieur ou égal à F de Y, inférieur ou égal à F de B parce que F est croissante. Quand je fais tendre X vers A, X étant supérieur à A, et Y vers B, Y étant inférieur à B. J'obtiens que F de A plus est inférieur ou égal à F de A plus B sur 2, inférieur ou égal à F de B moins. Alors, si dA est égal, que dA soit égal à ça ou à ça, de toute façon, dans les deux cas, j'ai QA. Ici, je vais avoir QA qui est inférieur à F de A, et F de A est inférieur ou égal à F de A+, parce que de toute façon, F de A+, existe. D'accord? Donc, j'ai QA inférieur. Donc, QA inférieur strictement à F de A, qui est inférieur ou égal à F de A+, donc j'ai ça. Strict. Et dans l'autre cas, pour DB, je vais avoir, que ce soit ça ou ça, dans les deux cas, je vais avoir QB qui va être supérieur à F de B moins ici, et ici, QB va être supérieur à F de B qui est supérieur ou égal à F de B moins. Donc j'ai ça aussi. Voilà. Donc j'ai QA qui est inférieur strictement à F de A+, qui est inférieur ou égal à F de B moins, et F de B moins qui est inférieur strictement à QB. Donc QA inférieur à QB. Donc la fonction phi qui a associé QA, elle est strictement croissante. Donc elle représente une injection de D vers Q. Donc D est fini. Et donc, ou D est fini, ou infini dénombrable. Voilà. Phi de D, si vous voulez, c'est une partie de Q, voilà, qui est donc fini ou infini dénombrable. Voilà, et donc la proposition est démontrée. Je termine par une toute petite remarque. On a vu que si f de i vers r, toujours en intervalle, est strictement monotone, alors elle représente une bijection de i vers f de i. J'ai oublié de dire que f est strictement f-1, puisqu'elle est bijective, est strictement monotone de même sens que f. Démonstration, dans le cas où f est croissante, et ce serait pareil si elle est strictement croissante, et ce serait pareil si elle était strictement décroissante. Je prends y, z appartenant à f de i, y inférieur à z, et j'appelle a f-1 de y, b f-1 de z, hein, ils appartiennent à i. Supposons que a soit supérieur ou égal à b, comme elle est strictement croissante, f de a serait supérieur ou égal à f de b, donc ça me ferait y supérieur ou égal à z, ce qui est faux. Donc, y est inférieur à z implique a inférieur à b. Donc, a est inférieur à b. Voilà, il n'est pas supérieur ou égal à b, donc a est inférieur à b. Et donc, ça fait que f-1 de y est inférieur à f-1 de z. Et donc, f-1 est strictement croissante, idem si f est strictement décroissante. F, une fonction d'un intervalle grand I vers R continue. Si elle est injective, alors elle est strictement monotone. Et donc, elle réalise une bijection de l'intervalle I sur l'intervalle f de I, parce que f de I va être un intervalle parce que f est continu. Et f-1 est strictement monotone de même sens. Ça, on l'a déjà démontré. Démonstration, si f n'est pas strictement monotone, on peut trouver ABC, A inférieur à B inférieur à C, tel que f de B n'est pas entre f de A et f de C. Comme elle est injective, f de A, f de B, f de C sont deux A2 différents, donc il y a deux cas possibles, soit f de A est inférieur à f de C, soit f de C est inférieur à f de A, puisqu'ils ne peuvent pas être égaux. Si f de A est inférieur à f de C, alors f de B, puisqu'il n'est pas entre f de A et f de C, soit il est plus petit que f de A ou plus grand que f de C.
s'il est plus petit que f de a. On a ça. D'après le théorème des valeurs intermédiaires, on peut trouver E entre B et C tel que f de E soit égal à f de A. Donc E est égal à A puisqu'on a affaire à une injection. Et donc ça veut dire que A est comme ça, ce qui est faux. Si f de A est inférieur, si f de C est inférieur à f de B, on a ça. D'accord? Donc pareil, théorème des valeurs intermédiaires, on peut trouver A, cette fois-ci entre A et B, on peut trouver E, tel que f de E est égal à f de C. Donc E égale C, parce que c'est une injection. Donc on se retrouve avec C qui est entre A et B, ce qui est faux. Deuxième cas, f de C est inférieur à f de A, donc moins f de A est inférieur à moins f de C. Bon, et là, on se retrouve avec une fonction moins f qui est continue et injective, et donc d'après l'étude précédente, on aboutit à des contradictions. Donc f est bien strictement monotone. Voilà. Donc en fait, on a une bijection de i, on a donc une bijection de i vers f de i, et f moins 1 va être strictement monotone de même sens que f, et puis comme f est continu, c'est ce que je disais, f de i est un intervalle. Deux contre-exemples. Ce premier ici, d'une fonction qui est injective, voilà le dessin, mais pas continue et qui n'est pas évidemment monotone. Et puis celle-là qui est continue cette fois-ci, mais qui n'est pas injective et qui n'est pas monotone. Propriété, si f est une fonction d'un intervalle i vers un intervalle j, je dis direct que c'est j, parce que la fonction va être continue, donc je dis direct que c'est un intervalle, et que f est bijective, alors f-1 est continu. Démonstration, on sait que f est strictement monotone, par exemple strictement croissante, sinon on échange f et moins f, et à ce moment-là, comme elle est bijective, f-1 va être aussi strictement croissante. Soit y0 appartenant à j. Alors si on peut étudier la limite à droite, c'est-à-dire si on est dans ce cas-là, eh bien on va appeler x0 égale f-1 de y0, x1 égale f-1 de y1, et donc x0 est inférieur à x1, et on prend un epsilon positif inférieur à x1 moins x0. Donc on se retrouve avec x0 inférieur à x0 plus epsilon, qui est inférieur à x1. Donc f de x0, c'est-à-dire y0, inférieur à f de x0 plus epsilon, inférieur à f de x1, qui est y1. J'appelle nu égale f de x0 moins y0. F de x0 plus epsilon moins y0. Je pourrais prendre nu inférieur strictement à ça, d'ailleurs, et positif. Alors, j'ai y0. y0 qui est inférieur. Alors, si je prends y, compris entre y0 et y0 plus nu, je vais avoir f-1 de y0 qui va être inférieur à f-1 de y, qui va être inférieur à f-1 de y0 plus nu, puisque f-1 est strictement croissant. Mais f-1 de y0 plus nu, c'est quoi? y0 plus nu, c'est f de x0 plus epsilon. Donc ça fait f-1 de f de x0 plus epsilon, ça fait x0 plus epsilon. Donc ça me fait que x0 est inférieur à f-1 de y, est inférieur à x0 plus epsilon. Et donc j'obtiens que, quel que soit epsilon positif, j'ai été très capable de trouver nu, tel que si y est compris entre y0 et y0 plus nu, alors f-1 de y est entre x0, c'est-à-dire f-1 de y0 et f-1 de y0 plus nu. Donc ça veut dire que f-1 est continu à droite en y0, parce que ça, le x0, là, ça veut dire f-1 de y0 inférieur à f-1 de y, inférieur à f-1 de y0 plus epsilon. Donc c'est bien la continuité à droite en y0. De même, si on a un intervalle comme ça qui est inclus dans j, on montre que f est continu à gauche en y0, et donc on a la continuité sur l'intervalle j. Donc si une fonction
est continu bijectif d'un intervalle I vers un intervalle J, alors f-1 est continu. Homéomorphisme, soit I un intervalle de R, f une fonction de I vers J égale f de I. On dit que f est un homéomorphisme de I vers J si f est bijective et si f, f-1 sont continus. Donc, propriété, mais on va voir que tout a déjà été démontré. Si I est un intervalle de R et f une fonction de I vers J égale f de I, bien, si f est continue et injective, alors c'est un homéomorphisme. On a vu en fait que si f était... Alors d'abord, si f est continue, ben, f de i est un intervalle. Hein. Continue injective, ça implique que f est une bijection de i sur j. Et on a vu que f-1 à ce moment-là est continu. Donc c'est bien un homéomorphisme de i sur j. Si f est continue strictement monotone, eh bien, on a vu qu'à ce moment-là, elle était injective hein, et donc formait une bijection de I vers J et que la réciproque f-1 était elle aussi strictement monotone dans le même sens hein, et qu'elle était continue. Enfin, si f est un homéomorphisme, J est toujours un intervalle, c'est grâce à la continuité, et f-1 sont forcément strictement monotones, parce que f et f-1 sont des fonctions continues, bijectives, donc injectives. Donc elles sont strictement monotones, de même sens, ça a été démontré aussi. Si f est un homéomorphisme de l'intervalle i vers l'intervalle j, alors i et j sont de même nature, qu'est-ce qu'on entend par là? Bien, si on prend a et b appartenant à R bar, bien si i est le segment AB, donc là, a et b sont réels. Alors J est le segment f de A, f de B, f de A, f de B sont des réels. Si I est le segment AB, A est réel, B n'est pas forcément réel. Il peut l'être, ou bien plus l'infini. Alors J est f de A, L2, où L2 est la limite de f de x quand x tend vers B. Si I est de cette forme-là, B est réel, A peut être réel ou bien moins l'infini, et J est égal à L1 f de b, où L1 est la limite de f de x quand x tend vers A. Et enfin, dans le dernier cas, I égale AB, là les deux... Alors, chacun des deux peut être réel ou pas réel, c'est-à-dire quand il n'est pas réel, A est moins l'infini, quand il n'est pas réel, B est plus l'infini. Et à ce moment-là, J égale L1, L2, où L1, L2 désigne les limites de f en A et en B. D'accord ? Voilà. Si f est décroissante, bon, on a le même résultat, mais avec les bornes qui sont inversées. Hein. Donc dans le premier cas, on va avoir f de b, f de a. Dans le deuxième cas, on va avoir L2 ouvert, f de a fermé. Dans le troisième cas, on aura f de b, L1, f de b fermé, L1 ouvert. Et dans le dernier cas, L2, L1. Démonstration, on se place dans le cas f est croissant. Bon, une fois qu'on a démontré f est croissant, si f est décroissant, on considère moins f, on écrit qui est croissant, donc on a les intervalles, puis ensuite on passe à f, hein, juste en modifiant les bornes. Donc si x appartient à i, bah, f de a est entre f de a et f de b, et on sait que j est de la forme mm, donc m est égal à f de a, et grand M est égal à f de b. Si f est majoré, dans le deuxième cas, je suis dans ce cas-là. Si f est majoré, eh bien f admet une limite réelle en b qui est égale au sub de f de x, quand x appartient à i. Et sinon, bah, L2 est égal à la limite de f en b est égale à plus l'infini. Alors, si x appartient à i, bah, on a f de x qui est compris entre f de a et L2, c'est strict, on l'a démontré ça dans le chapitre sur les limites. Donc f de i est inclus dans l'intervalle f de a L2 est ouvert en L2. Et si y appartient à cet intervalle, eh bien, comme L2 c'est la limite, on va être capable de trouver u appartenant à i, tel que f de a est inférieur ou égal à y, et f de u, si vous voulez, est entre y et L2. D'accord ? Voilà. Donc, comme y est entre f de a et u, on peut trouver x entre a et u, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, tel que y égale f de x. Et à ce moment-là,
Ça veut dire que à chaque fois que je prends y là-dedans, y est un f de x, donc cet intervalle-là est inclus dans f de i. Et comme f de i était inclus dans cet intervalle-là, bah, il y a l'égalité. Bon, bah, on a la même chose dans ce cas, dans le troisième cas, donc c'est-à-dire celui-là. D'accord. Et puis le dernier cas, bon, on peut dire que AB ouvert des deux côtés, c'est AC union CB avec C qui est un nombre réel. Et donc f de I va être f de AC union f de CB. F de AC, d'après ce qu'on a dit avant, bah, c'est de la forme L1 f de C, d'accord. Et puis l'autre f de C L2. Et quand je réunis ces deux-là, ça fait L1 L2 ouvert. Et c'est gagné. Propriété, les fonctions monotones de R vers R vérifiant f de x plus y est égal à f de x plus f de y sont les fonctions linéaires x donne lambda x. Alors ça n'a pas grand chose à voir avec la continuité, mais c'est une propriété des fonctions monotones que je case ici puisqu'on a parlé de fonctions monotones. Alors, démonstration, f de 0 est égal à f de 0 plus 0 est égal à f de 0 plus f de 0 donne f de 0 égale 0. Et f de x moins x égale f de 0 égale 0 donne f de moins x plus f de x égale 0, donc f de moins x égale moins f de x. Donc f est impair, parce que c'est quel que soit x appartenant à R. F de 0a est égal à f de 0 est égal à 0, est égal à 0 f de a. F de a est égal à 1 f de a. Et supposons f de na est égal à n f de a pour un entier naturel n. Alors f de n plus 1 a qui est f de na plus a, ben ça va faire f de na plus f de a. Donc n f de a plus f de a, donc n plus 1 f de a. Donc par récurrence, on a démontré que f de na est égal à n f de a, quel que soit n appartenant à n. Du coup, f de moins na va être égal à moins f de na, donc moins n f de a, quel que soit n appartenant à n. Donc en remplaçant moins n par n, on a f de na égale n de f de a, que n soit, enfin, quel que soit l'entier relatif n, qu'il soit positif ou négatif. Pour a égale 1, ça nous donne f de n est égal à n f de 1, et je pose lambda égale f de 1, donc ça me fait f de n égale lambda n, quel que soit n appartenant à z. Si je prends un nombre rationnel, x égale p sur q, p appartenant à z, q appartenant à n étoile, un représentant donc p sur q de x, on va avoir p égale xq, et donc f de p est égal à q f de x, d'après ce qu'on a démontré avant. Donc f de x égale f de p sur q, mais f de p c'est lambda p sur q, et donc ça fait lambda x, donc f de x pardon, est égal à lambda x, quel que soit x appartenant à q. Alors maintenant, si x appartient à R, il y a deux suites un, vn, ça c'est les propriétés de R. Hein. J'ai un chapitre là-dessus. On peut choisir les suites un croissantes, vn décroissantes, telles que un inférieur ou égal à x, inférieur ou égal à vn, toutes les deux convergeant vers x. Si f est croissante, on va avoir f de un inférieur ou égal à f de x inférieur ou égal à f de vn. Et f de un c'est lambda un, f de vn c'est lambda vn. Et comme un tend vers x, ça nous fait à la limite lambda x inférieur ou égal à f de x inférieur ou égal à lambda x. Donc f de x égale lambda x. Si f est décroissant, il y a juste ces deux-là qui sont renversés, mais les deux tendent vers lambda x et on retrouve f de x égale lambda x. Donc on a toujours f de x égale lambda x. Voilà. Réciproquement, une fonction comme ça vérifie bien f de x plus y égale lambda x plus y égale lambda x plus lambda y égale f de x plus f de y. Lambda, si lambda est égal à 0, ça fait f de x est égal à 0, donc constante. Si lambda est positif, ça fait f de x égale lambda x avec lambda positif, c'est une fonction croissante, strictement croissante, et lambda négatif, strictement décroissante. Donc on a bien
on a bien le résultat, c'est-à-dire les fonctions qui vérifient ça et ça sont exactement ces fonctions-là, parce que ces fonctions-là vérifient ça et ça. Propriété, alors on va remplacer maintenant monotone par continu en un point. Si f est une fonction de R vers R, enfin les fonctions de R vers R continuent en un point A, un seul point suffit, par exemple 0, mais c'est pas forcément 0. Et vérifiant f de x plus y égale f de x plus f de y, quel que soit xy, hein, là aussi c'était quel que soit xy réel, eh bien ça, les fonctions vérifiant ça sont exactement les fonctions linéaires. D'accord? C'est les mêmes fonctions. Donc le début de la démonstration, c'est le même jusqu'à f de x égale lambda x, quel que soit x appartenant à q, parce qu'on n'utilise que ça, que la linéarité. Voilà. Et on a aussi f de 0 est égal à 0. Bon, de toute façon, il suffit de remplacer ici. Alors f de x moins y plus f de y est égal à f de x moins y plus y, c'est-à-dire f de x, donne f de x moins y égale f de x moins f de y. Continuité en A, quel que soit epsilon positif, il existe nu positif, tel que valeur absolue de x moins a inférieure à nu implique valeur absolue de f de x moins f de a inférieure à epsilon. Donc, ça, c'est valeur absolue de f de x moins a inférieure à nu. Si je remplace ça par t, je vais tout de suite en déduire que, si je remplace x moins a par t, je vais tout de suite en déduire que si t est inférieur à nu, f de t va être inférieur à epsilon. Il suffira de prendre x égale a plus t. Hein, et j'aurai bien t inférieur à nu, donc a plus t moins a est inférieur à nu, donc f de a plus t moins f de a, c'est-à-dire, donc, non, de a plus t moins a, c'est-à-dire f de t qui sera inférieur à epsilon en valeur absolue. Et bien, de ce résultat-là, si je prends b appartenant à R, je vais avoir quoi? En remplaçant t par x moins b, je vais avoir x moins b inférieur à nu qui implique f de x moins b inférieur à epsilon, mais f de x moins b, c'est f de x moins f de b, inférieur à epsilon. Hein, et donc là, j'en déduis que f est continue en b. Elle est continue en b, quel que soit b appartenant à R, donc continue sur R. Alors, bah, du coup, c'est facile de conclure. Pour un nombre réel quelconque x, je dis que j'utilise le fait que q bar est égal à R, hein, puisque de toute façon, c'est ce qu'on avait fait aussi ici, en fait. Hein. On avait ici utilisé aussi le fait qu'il existait des suites de nombres rationnels qui convergent vers x. Hein. Eh bien, x, là j'en prends qu'une, xn tend vers x, donc f de x est égal à la limite de f de xn, mais comme xn est un rationnel, f de xn c'est lambda xn, je sors le lambda, ça fait lambda limite de xn, mais la limite de xn c'est x. J'ai donc f de x égale lambda x, quel que soit x appartenant à R. Bon, bah réciproquement, si f de x égale lambda x, alors f de x plus y est égal à f de x plus f de y, c'est ce que j'ai fait là. Et puis d'autre part, elle est continue, puisque c'est une fonction linéaire. Donc, les fonctions qui vérifient, qui sont continues en un point et qui vérifient ça, sont exactement les fonctions linéaires.